Bonsoir à tous. Je suis Christelle Benoît, pharmacienne, et j'ai le plaisir d'être invitée ce soir pour vous parler d'un thème en rapport avec mon métier, qui est la pharmacopée à travers les siècles, 7000 ans pour soigner l'homme. Le terme pharmacopée dérive du grec pharmakopoia, qui est l'art de préparer les médicaments. De nos jours, le terme désigne un ouvrage à caractère officiel et réglementaire qui définit les critères de pureté des matières premières, minérales, végétales, animales, ou des préparations entrant dans la fabrication des médicaments, ainsi que les méthodes d'analyse pour en assurer le contrôle. Les spécifications sont regroupées sous forme de monographies, élaborées pour répondre aux besoins des professionnels de santé et aux besoins des utilisateurs de matières premières. Dans cette présentation, je vais vous parler de l'histoire de la pharmacopée depuis l'origine des premiers formulaires, en passant par le codex jusqu'à nos jours. Tout d'abord, la période préhistorique, la pharmacopée dite instinctive. Il nous est difficile de connaître cette période par le fait même qu'il ne nous reste pas d'écrit. Mais la paléopathologie a permis de trouver la trace de nombreuses maladies chez l'homme préhistorique. Chaque communauté humaine, chaque tribu possède un devin, un sorcier ou un guérisseur. Ils sont là au même titre que le médecin et le pharmacien pour soulager les maux de leurs semblables. La nature est féconde en bienfaits et l'homme, observateur avant tout, a étudié le comportement des animaux à l'égard de leurs propres maladies, expérimenté des drogues et des plantes douées de propriétés curatives contre la maladie. Par exemple, la Centella asiatica ou herbe au tigre. Les tigres blessés allaient se rouler dans ces herbes pour panser leurs plaies. Afin de garder le secret de sa recette et le prestige auprès de sa tribu, l'homme primitif va souvent cueillir lui-même le mélange thérapeutique dans un lieu privilégié connu de lui seul. De nombreux rites, tels que le passage par le trou d'une pierre, ou le frottis d'un rocher, ou la pierre qu'on gratte et dont on boit la poudre, sont mentionnés par des historiens. Leur expérience s'est faite d'une manière empirique et s'est transmise oralement, d'où la fragilité et l'imprécision de cette pharmacopée dite orale. Parlons maintenant de la période historique. Nous allons aborder les grandes civilisations. On va commencer par la Mésopotamie. C'est au 3e millénaire avant Jésus-Christ que l'on trouve des documents faisant connaître la thérapeutique des civilisations d'Asie occidentale. Des milliers de tablettes cunéiformes ont été exhumées sur le site de Nippur, au sud de Babylone. Ils sont mentionnés 3 règnes, le végétal, le minéral et l'animal. Alors le végétal avec à peu près 250 plantes, le minéral, on trouvait l'emploi du soufre, et l'animal, par exemple, le lait de vache, le lait de chèvre, la graisse de lion, l'urine de bétail, ainsi que des préparations comme les macérations, des cataplasmes ou des suppositoires, dans lesquels la bière ou le vin de palmier servaient de véhicule aux médicaments. Croyant que les malades devaient être habités par des démons, la thérapeutique consistait à identifier ces démons et à trouver le moyen de les chasser par des médicaments amers et répugnants. J'ai trouvé un texte: si d'un homme l'estomac est en feu, de la moutarde, de l'élébore, du salicorne, du fenouil, de la gomme d'androporo, du nitre, de la térébenthine de sapin, tu pileras ensemble, à jeun dans la bière, il boira et il guérira. Parlons maintenant de l'Égypte. Notons que le mot pharmacie est originaire d'Égypte. Pharmaki, ça veut dire qui procure la sécurité. Dotés d'un sens très développé de l'observation de la nature et d'un naturel optimiste, les anciens Égyptiens réagissaient en face de la maladie par la création de dieux secourables, par l'idée de la survie humaine et par l'intuition que le moral du malade devait avoir plus d'importance que le physique, ce qui justifiait les incantations.
Les Égyptiens disposaient naturellement de très nombreuses formules magiques qui accroissaient l'efficacité des médicaments. Ainsi, pour aider un remède chargé d'expulser le ténia, puissent ces mots expulser la progression grouillante de celui qui emplit mes entrailles. C'est un Dieu qui créa cet ennemi, puisse-t-il le détruire par ce charme et expulser les désordres qu'il cause dans mon ventre. On peut voir le médecin invoquer une divinité et jouer en même temps son rôle de sorcier et de guérisseur. Le premier des traitements était la diète. Les remèdes à usage externe semblaient avoir plus d'importance que les remèdes à usage interne. Et ce sont les médecins égyptiens qui sont sans doute les premiers à avoir préconisé les inhalations contre la toux. Broyer de la myrrhe, une résine aromatique et la pulpe de date, faire chauffer 7 pierres au feu, mettre sur chacune d'elles du médicament, la recouvrir avec un vase neuf perforé au fond par une tige creuse d'un roseau. Tu placeras la bouche à cette tige pour avaler la vapeur sans l'exhalant. Puis tu mangeras de la matière grasse, viande, graisse ou huile. Plus de 500 substances empruntées aux 3 règnes figurent dans les papyrus médicaux découverts en Égypte il y a à peu près 3000 ans. Le papyrus d'Ebers, datant de 1580 avant Jésus-Christ, est le premier ouvrage médical égyptien. Il témoigne de l'étonnante richesse de la pharmacopée égyptienne. Concernant l'Inde, le but principal de la médecine de l'Inde ancienne était de prolonger la vie. Les plus anciens traités de médecine classique indienne transmettent la même tradition, celle de l'Ayurveda, qui est la science de la longévité, où le médecin n'était déjà plus un sorcier, mais un praticien et un savant. L'Europe doit à l'Inde un grand nombre d'épices et de produits médicaux irremplaçables, comme la cardamome, le carvi, la muscade, l'huile de ricin, l'aloès. Les Indiens usaient également de produits animaux comme la vipère, l'urine de vache, et de produits minéraux tels que le sulfate de fer et le borax, et l'alun aussi d'ailleurs. En Chine, le Pen Srao King, c'est un traité de phytothérapie écrit par l'empereur rouge Chen Nong en 2900 avant Jésus-Christ, décrivit toutes les plantes énergétiques et semble détenir la palme de l'ancienneté. Ce livre des plantes contient 365 préparations, dont la majorité sont à base végétale. Le traité des monts et des mers, datant du IVe siècle avant Jésus-Christ, montrait que la médecine chinoise était élaborée et que la prévention médicale était de rigueur. Il y est proposé 91 plantes et méthodes dont le but est non de guérir des maladies, mais d'en prévenir l'apparition. En plus de l'acupuncture, les Chinois appliquaient en particulier la médecine des signatures. Les parties supérieures des plantes médicinales, c'est-à-dire les boutons, les fleurs, servaient à soigner les parties supérieures du corps. Et les parties inférieures, telles que les racines, servaient à soigner les parties inférieures du corps. On utilisait par exemple les vers luisants dans la composition de collyres. Les haricots guérissaient les reins. On utilisait le safran jaune contre l'ictère. Telle ou telle partie du corps d'un animal devait nécessairement guérir la partie correspondante du corps humain. Parlons maintenant de la Perse. L'ancienne thérapeutique iranienne n'est accessible que par le livre sacré iranien que l'on appelle l'Avesta, date du 7e siècle avant Jésus-Christ. L'Avesta distingue 3 moyens thérapeutiques d'inégale efficacité: la formule conjuratoire, la médecine par les plantes et la chirurgie. La plus grande importance est attachée aux os qui confèrent la santé. En Grèce, l'art pharmaceutique dans la civilisation grecque archaïque remonte au-delà des temps homériques, au 8e siècle avant Jésus-Christ. Dans l'Iliade, c'est la thérapeutique des plaies par arme de guerre qu'il doit être avant tout question.
Dans l'Odyssée, la médecine prend un caractère magique, des poisons y sont cités, et quelques médicaments internes possèdent des pouvoirs miraculeux, comme le pharmacum nepenthes, qui est une drogue magique qui faisait oublier tous les maux. Il est aussi mentionné le soufre comme désinfectant, Ulysse qui voulait désinfecter son palais avec le soufre. Le médecin grec le plus illustre et sans conteste Hippocrate, né en 460 avant Jésus-Christ, c'est le père de la médecine et de l'éthique médicale, d'où le serment d'Hippocrate, et il enseignait son art dans de nombreux traités médicaux. Il sépara le premier, la médecine, de la magie et de la religion. Il usait d'abord de remèdes les plus simples, et jugeait-il le premier des remèdes était la diète, et le principal. Et le principal de ces remèdes était aussi le régime des malades. Pendant les maladies aiguës, il recommandait par exemple les tisanes, c'est-à-dire un bouillon d'orge mondé. Il préférait les purgatifs légers, comme le fourbe, le chou, le melon, aux purgatifs violents, comme le ricin ou la coloquinte. Toutes les maladies, selon Hippocrate, se terminent ou se guérissent par des évacuations qui se font par la bouche, par le ventre ou par la vessie. Mais la sueur est commune à toutes les maladies et les termine aussi. Bien que sa médecine fût surtout expectative, il utilisa néanmoins 350 plantes, dont la belladone, la jusquiame, l'opium, le pavot blanc. À cette époque, le pharmacien, tel que nous le connaissons aujourd'hui, n'existait pas. On parlait de médecin préparateur. Diogène Laërce, écrivain grec du IIIe siècle après Jésus-Christ, employa pour la première fois le terme de pharmacopée pour désigner un ouvrage sur les médicaments. Donc, pharmacopée, ça vient de dépharmakon, qui veut dire remède, et poiène, qui veut dire faire, donc faire des remèdes. Les Romains, c'est en accordant en 219 avant Jésus-Christ à Archagatos, qui était un thérapeute grec, le titre de citoyen romain et le droit d'établir une officine pour soigner les malades par des remèdes nouveaux, que le Sénat romain créa probablement la première pharmacie occidentale. À côté des grands encyclopédistes tels que Cels, auteur de l'ouvrage De Re Medica, ou Pline l'Ancien dans les années 30 avant Jésus-Christ, Pline l'Ancien, donc, qui était auteur de la gigantesque Histoire naturelle, Galien occupe sans conteste une place particulière chez les pharmaciens. Pharmacologue et thérapeute, mais aussi philosophe, physicien, astrologue, il fut un violent polémiste au IIe siècle après Jésus-Christ. Il a écrit sur tous les sujets plus de 500 traités, dont le traité de la composition des médicaments. La célèbre thériaque, mélange de 46 substances dont l'opium, sera considéré par la majorité comme le plus précieux des antidotes contre les poisons et les venins et de nombreuses maladies. Cependant, aucun travail expérimental n'avait lieu et les connaissances étaient purement empiriques et entachées de mysticisme. Notons que le mot codex, donné aux anciennes pharmacopées, fut le nom attribué par les anciens Romains aux tablettes de bois enduites de cire utilisées pour écrire et relier comme un livre. Que se passait-il chez les Gaulois? C'est avec la médecine gauloise, qu'on appelle encore médecine druidique, que débute vraiment l'histoire de la pharmacie française. Les druides, qui étaient des prêtres médecins, traitaient les malades par les herbes et les exorcismes. La cérémonie de la cueillette du gui, par exemple, où étaient confectionnés des panacées, le gui était employé comme antidote contre les poisons, remède contre l'hypertension, les migraines, et capable de rendre la fécondité aux animaux stériles. L'exploitation des eaux fut aussi une des activités essentielles de la vie médicale, en particulier les sources d'eau chaude de Bourbon-Lancy, Plombières et le Mont d'Or. Les Romains et les Gaulois venaient en commun invoquer la puissance bienfaisante de la source, dispensatrice de fécondité et de santé.
L'Empire romain d'Occident est détruit en 476 après Jésus-Christ et disparaissent avec lui les progrès médicaux et pharmaceutiques grecs et latins. Les savoirs antiques ne seront pas perdus pour autant et l'Église continuera à conserver et retranscrire les principaux documents de Galien et d'Hippocrate. Enfin, parlons de l'influence des Arabes. Les Arabes ont joué un grand rôle dans l'élaboration de la pharmacie et dans la distinction de celle-ci avec la médecine. Ce sont les véritables créateurs de la pharmacie. Les savants et médecins de Bagdad traduisent les textes scientifiques de plusieurs systèmes médicaux. La médecine traditionnelle de l'Arabie de l'époque de Mahomet, la médecine de la Grèce antique, la médecine ayurvédique et la médecine de l'Iran. Ces transcriptions et traductions leur permirent de progresser vers une médecine globale soignant le corps et l'âme, ainsi que l'étude et la découverte de nouveaux médicaments. La première officine de l'histoire, la Sayyadillah, a ainsi été ouverte par le calife Ali Mansour à Bagdad en 754. De grands savants émergèrent de cette époque si riche, tels que Avicenne, qui était un célèbre médecin musulman, traduit du texte de Galien et d'Hippocrate, a expérimenté la dissection du corps humain et a décrit le rôle du cœur dans la circulation du sang. Al-Kindi, qui fut le premier à déterminer systématiquement les doses de médicaments à administrer aux patients, et Ibn Sal-Shapur, qui fut le premier médecin à rédiger une pharmacopée décrivant une grande quantité de drogues et les mesures à prendre pour traiter différents maux. Le premier codex, le Grand Gravadin, encadra légalement les préparations pharmaceutiques des officines que l'on appelait les Sayyadillah. On peut dire que les Arabes ont apporté à la pharmacie son caractère propre, son individualité et le fait de celle-ci, et ont fait de celle-ci un art. Parlons maintenant des premières pharmacopées en France. C'est au Moyen-Âge, au XIIe siècle, que nous voyons se distinguer la médecine et la pharmacie. Les livres se rapportant à la pharmacie, proprement dite, sont inexistants et traitent à la fois de médecine et de pharmacie. C'est à partir de cette époque que le besoin se fit sentir pour les apothicaires de posséder dans leur officine des recueils, des formulaires, leur permettant d'exercer leur art. À cet effet, deux villes ont joué un grand rôle dans l'élaboration des premiers formulaires. Salerne, une ville en Italie au sud de Naples, où il y a eu la première des écoles qui a ouvert au XIIe siècle, et Montpellier aussi, qui sera un lieu d'échange de connaissances entre les Juifs, les Arabes, les Latins, au profit de la pharmacie et de la médecine. De nombreux ouvrages sont élaborés par ces écoles à la demande des médecins et des apothicaires. Ces ouvrages permettent une reproductibilité de la prescription médicale, rassemblant les connaissances glanées auprès de l'Antiquité, de la pharmacie arabe et des connaissances de toutes les écoles de médecine du Moyen-Âge. Mais des années difficiles vont survenir au XIVe siècle, la guerre de 100 ans, les famines, et surtout des maladies nouvelles, comme la peste noire, qui décima une bonne partie de la population. Les médecins sont inefficaces face à cette maladie qu'ils jugent inutile et honteuse. Et ils ignorent la cause de cette maladie. Les pharmaciens se bornent à fournir des parfums aromatiques susceptibles d'éloigner la peste des bien portants. Le charlatanisme prend le pas face à cette médecine démunie. La médecine et la pharmacie vont sortir dépréciées de cette catastrophe, mais une énergie nouvelle va naître à la Renaissance, où la pharmacie va bénéficier de l'apport des richesses glanées par les navigateurs, les explorateurs sur tous les continents. Avec le siècle des Lumières, la science va progresser d'une manière spectaculaire. L'esprit cartésien va permettre à l'homme de mieux comprendre le monde qui l'entoure. On voit apparaître la confection des premières spécialités, comme le baume tranquille, vers 1680. Ce baume était un baume antinévralgique, à base essentiellement de jusquiame noir. Devant cette accumulation de connaissances,
la pharmacie s'organise et s'individualise de plus en plus. Et l'élaboration de nouveaux formulaires, rassemblant toutes les techniques de préparation, toutes les nouvelles drogues, se fait sentir. De plus, le pharmacien doit, à la demande du médecin, se conformer à des pharmacopées afin que chaque préparation soit reproductible. C'est en 1638 qu'est rédigé le premier recueil ayant un caractère officiel, le Codex Medicamentarius Parisiensis. Un arrêté du Parlement de Paris de 1748 ordonne aux apothicaires parisiens de se référer uniquement à cet ouvrage. Mais les pharmacopées régionales ne sont plus suffisantes et il a donc fallu établir un recueil reproductible de la pharmacie au niveau national sur la France entière. Le premier codex national est sorti en 1818 et s'est appelé la Pharmacopea Gallica. Il était écrit en français par un chimiste et un pharmacien. Il est divisé en deux parties. Une partie médicale avec à peu près 923 monographies de matières premières et des formules ou préparations autorisées en pharmacie. Par la suite, d'autres versions ont été créées. Jusqu'à actuellement, on en est à la 11e édition de la pharmacopée française. Il a fallu à peu près 165 années pour élaborer 10 pharmacopées françaises. En 1969 a été publié le premier volume de la pharmacopée européenne. C'est un recueil qui normalise pour les différents pays d'Europe les méthodes d'analyse et de fabrication des médicaments. Cette pharmacopée européenne, c'est la 10e actuellement, remplace progressivement les pharmacopées nationales et facilite donc la libre circulation des substances thérapeutiques entre les pays, tout en harmonisant leur contrôle. En conclusion, on peut se demander quelles sont les évolutions pour la pharmacopée de demain. La pharmacopée du XXIe siècle, constituée en grande partie de médicaments à base de plantes médicinales, profitera dans les années à venir de découvertes toujours grandissantes de la recherche biologique et médicale, en particulier la thérapie génique, l'immunothérapie et le couplage entre la thérapie génique et l'immunothérapie. Ces traitements, ces premiers traitements datent d'environ 5 ans, mais seront amenés à se généraliser pour tout type de maladies chroniques graves. Ces progrès de la science qui feront la pharmacie de demain seront à combiner avec les nouvelles découvertes de ressources naturelles, comme l'exploitation de forêts primaires contenant des ressources naturelles non encore connues, par exemple beaucoup de champignons, dont on connaît moins de 10% des espèces sur Terre. Je vous remercie pour votre écoute. Merci, merci Christine. Bien, il nous reste un champ de questions monumental avec... Qui se lance pour la première question? Parlez dans le micro. Bonjour. J'avais une question en fait sur finalement l'âme de la pharmacie aujourd'hui, qui pendant longtemps a été plutôt dans le but de guérir. Et est-ce qu'aujourd'hui, en vue de l'épidémie de Covid et d'une mentalité qui évolue, est-ce qu'on n'est pas plus sur de la prévention, sur un peu un modèle plus asiatique, c'est-à-dire préparer les corps, renforcer les corps pour éviter de tomber malade, plus que finalement aujourd'hui guérir? Et est-ce que c'est pas finalement ça la pharmacie de demain et peut-être celle d'aujourd'hui, maintenant, au vu du Covid-19, qui nous a quand même beaucoup, je veux dire, qui a posé quand même, qui a souligné justement peut-être cette nécessité de prévention, et comme le dit le dicton, finalement, vaut mieux peut-être prévenir que guérir. Alors oui, je pense que la prévention est de plus en plus importante. Maintenant, la pharmacie est pas mal soumise aux médecins. Donc c'est les médecins qui font les prescriptions. Nous, dans nos conseils, on axe beaucoup sur la prévention. Mais je pense que on est encore pas mal dans le curatif et pas assez dans le préventif.
Alors on fait de la prévention, on fait beaucoup d'entretiens avec les patients pour détecter certains problèmes. Par exemple, on fait aussi pas mal de tests aussi, des tests antigéniques, des tests pour les angines, pour détecter les angines. Mais je pense que oui, il va falloir axer sur la prévention de plus en plus, c'est sûr. Bonjour. Je rebondis sur la question, sur cette histoire de prévention. Si ça paraît du bon sens, est-ce que justement l'organisation actuelle des grands lobbies pharmaceutiques vise justement à que ça ne se développe pas pour pouvoir justement avoir un chiffre d'affaires qui soit bien plus important? Je pense notamment, ce qui est caricatural, aux États-Unis, où une bonne partie de la population, je ne sais pas si c'est un tiers à peu près, qui est obèse, et qui donc sont d'excellents clients de tous les produits curatifs qui auraient pu être évités. Oui, je pense qu'on fait pas mal de prévention, mais effectivement, les entreprises pharmaceutiques, elles veulent faire du chiffre. Et alors, elles vont axer sur la prévention quand même, puisque, par exemple, elles ont sorti des vaccins contre le Covid. C'était quand même une forme de prévention. Mais je suis d'accord que c'est le commerce qui prime. On est bien d'accord. Et les pharmaciens subissent ça de plein fouet, et notamment actuellement avec toutes les ruptures de médicaments qu'il y a. On se rend compte que c'est que le financier qui compte, étant donné qu'en France, si on manque de médicaments actuellement, c'est parce que les prix des médicaments sont encadrés. Et une bonne partie des médicaments part à l'étranger où les entreprises vendent plus cher qu'en France. Oui, on est bien soumis au lobbying pharmaceutique. Bonsoir. Je voulais vous demander, je vais remonter un petit peu le temps, à partir de 1492, avec la découverte des Amériques, quelle a été l'influence déjà de ces continents par rapport à la pharmacopée en Europe? Et ensuite, deuxième question, est-ce qu'aujourd'hui, quel est le rapport entre ce qu'apportent les plantes par rapport à, je dirais, à des nouvelles molécules de synthèse, et notamment avec le développement des nouveaux vaccins? Je pensais donc au dernier vaccin, là, avec les nouvelles méthodes de l'ARN. Et est-ce que c'est le futur, je dirais, de la recherche pour la découverte des nouveaux vaccins, ou alors c'est simplement un outil supplémentaire qui rentre dans la pharmacopée? Merci. Bon courage. Alors, il y a beaucoup de médicaments actuellement qui dérivent de découvertes qui ont été faites il y a très longtemps, notamment en Amérique par exemple, ou en Asie, notamment par exemple si on prend l'opium. L'opium, il a été, son origine c'est en Mésopotamie. Si on prend les curares, leur origine c'est en Amazonie. On peut prendre aussi qu'est-ce qu'on peut prendre, la quinine, par exemple. La quinine, qui est originaire d'Amérique du Sud. Donc, tout ça, c'est des plantes qui ont été découvertes à une certaine époque et qui ont fait l'objet de... En fait, on n'a pas pu se servir directement des plantes. Notamment, par exemple, si je parle de l'IF, qui donne le Taxol, qui est une molécule anticancéreuse, on s'est rendu compte qu'il fallait utiliser énormément d'arbres pour produire très peu de principes actifs. Donc, on s'est intéressé à la synthèse chimique des médicaments. Et donc, actuellement, on utilise ces plantes
mais en les synthétisant chimiquement pour obtenir des médicaments. Donc je ne sais plus ce que vous m'avez posé comme question autre. Vous m'avez pas parlé de vaccins ARN. Oui. Les vaccins qui apparaissent. Je vous ai posé la question. Est-ce que c'était le futur au niveau des découvertes de médicaments et de vaccins par ces nouvelles méthodes? Est-ce que c'est un outil simplement supplémentaire parmi la trousse ou la boîte à outils du pharmacien et du médecin, ou alors c'est vraiment quelque chose qui va se développer? Ah oui, moi je pense que ça va se développer de plus en plus. Et est-ce que ça ne on va remplacera l'utiliser. pas à un moment donné, je dirais, ce qu'apportent les plantes, ou c'est simplement les Non. plantes serviront de base de synthèse? Ça sera pour complémentaire. Ça sera Ça complémentaire. sera complémentaire, oui. Oui. Merci. Merci. Je pense au tabac. Le tabac a été importé au départ comme un médicament, et on sait ce que c'est devenu. Est-ce qu'il y a beaucoup de plantes qui ont commencé comme un médicament et qui ont été retirées parce que les effets étaient plus néfastes que les bienfaits? Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Hein. Par exemple, si on prend l'opium, l'opium, c'est extrait du pavot, Papaver somniferum. Il est utilisé pour ses propriétés sédatives, mais et aussi antalgique, mais ça a été aussi mal utilisé. Donc, il y a les plantes, on peut les utiliser bien ou mal. Il faut prendre les effets positifs pour les utiliser comme médicaments. Mais dans tous les cas, il peut y avoir des dérives, c'est sûr. Moi, je pense que pour arriver à la pharmacopée, on a dû avoir beaucoup de morts sur les gens qui ont testé toutes ces plantes. J'ai du mal à imaginer qu'on ait trouvé les bonnes choses et les bons dosages immédiatement. Et je pense qu'il y en a qui ont dû payer de leur vie les essais cliniques. Maintenant aussi. Maintenant aussi. Je dirais que ce n'est pas seulement les essais cliniques, hein, c'est au niveau des effets secondaires. Et bon, on a des choses qui sont remontées. Voilà. Et donc il y a des médicaments qui peuvent être effectivement exclus après qu'ils aient produit de nombreux effets secondaires. Oui, après c'est l'étude du rapport bénéfice-risque. Si un médicament apporte plus de bénéfices que de risques, il va subsister, sinon on va l'écarter. Vous n'êtes pas compté pour les questions. Bonjour Madame Benoît, pardon. Au début de votre exposé, vous avez parlé d'un humain, d'une histoire humaine, des civilisations, et vous avez parlé d'écrivains qui écrivaient l'histoire du monde. D'après ce que j'ai entendu. Du monde. Au départ, j'ai parlé de la Mésopotamie. Avant. Avant, c'était la préhistoire. Ah. Donc, il n'y a pas grand-chose. C'est quoi la question? À partir L'histoire de... du coup. Non, l'histoire naturelle. Oui, voilà. Ah, c'est plus ancien. Oui, qui est l'ancien, ouais. Après, m'en dire plus. Plus que l'histoire du monde. Vous m'en demandez beaucoup, là. Hein. Il va falloir que je révise, hein, parce que... non, je ne pourrais pas vous en dire plus. Pline l'Ancien. Pline l'Ancien, j'en ai parlé... c'était chez les Romains, dans la partie les Romains. C'était un historien, certainement philosophe aussi. C'est lui qui a été l'auteur de l'histoire naturelle.
dans les années 30 avant Jésus-Christ. Alors moi j'ai une petite question, parce que j'entends régulièrement qu'on en revenir aux industries pharmaceutiques, qu'ils suppriment des traitements, des médicaments, etc., qui ont fait preuve d'efficacité, mais qui sont anciens, donc du coup qui ne portent plus assez, parce qu'on n'a plus de droit. Et vous, qu'est-ce que... Excusez-moi, je ne suis pas forcément très claire. Est-ce que effectivement vous voyez ça? Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce sujet-là? Nous, c'est la réalité. Oui, c'est la réalité. Nous, on subit. Comment? Il y a des génériques, mais non, il peut y avoir des génériques, et puis le principe actif subsiste quand même. Mais il y a réellement des médicaments anciens. Oui. Le générique, c'est une copie du médicament Princeps, parce que le médicament Princeps est tombé dans l'usage public. Il était soumis à un brevet pendant une quinzaine d'années. Il ne pouvait pas être copié pendant une quinzaine d'années parce qu'il y a la recherche. Et au bout de 15 ans, il tombe dans le domaine public, donc il peut être copié par différents laboratoires. Et ça n'empêche pas que le Princeps reste quand même commercialisé. Oui, mais c'est pour ça que, enfin, ça ne revient pas du coup au laboratoire qui l'a créé, qui l'a commercialisé en premier. Non, voilà, non. Voilà. Donc après 15 ans, voilà, c'est ça, tombe dans le public, oui. Mais donc, par rapport à la question, oui, voilà, donc il y a certains médicaments anciens qui disparaissent au profit de nouveaux médicaments. Alors, tout simplement parce que ça rapporte plus. En fait, les nouveaux médicaments sont plus chers et les médicaments anciens sont de moins en moins chers. Donc, les laboratoires, pour eux, c'est plus intéressant. Donc, on décide de les supprimer et on prescrit, les médecins prescrivent du coup d'autres molécules qui sont plus récentes mais qui sont plus chères. Voilà. Ah, pas forcément. C'est pas forcément des copies. Ça reste souvent dans la même classe thérapeutique, mais c'est pas des copies, non. Non. Mais, voilà. Oui. Ils ont les mêmes indications que les médicaments anciens, mais c'est pas. Voilà. Il y a quand même une recherche supplémentaire dessus, heureusement. Oui. En fait, tous les Princeps tous les Princeps ne sont pas forcément repris en générique. Non. Il y a une bonne partie, mais il y a encore pas mal de traitements qui sont encore soumis à un brevet, donc qui ne peuvent pas être copiés. Et puis, alors pourquoi tous les médicaments ne sont pas génériqués? Je ne sais pas. Merci. On se rend compte qu'il y a une partie commerce dans la pharmacie, obligatoirement comme dans beaucoup de choses. D'ailleurs, il faut bien que les pharmaciens gagnent leur vie, comme chacun qui travaille. Question un peu accessoire. Que deviennent les médicaments qu'on redonne comme la date est arrivée à expiration? Alors, les médicaments qui sont à péremption, qui arrivent à échéance, doivent être emmenés à la pharmacie et sont détruits, sont incinérés par le réseau Cyclamel. Voilà. Donc nous, on est chargé de récupérer les médicaments usagés. Alors, entre parenthèses, on récupère que le médicament. Normalement, on ne récupère pas le blister. Le blister, vous pouvez le jeter dans la poubelle jaune. Le boîtage aussi, enfin l'emballage aussi. Vous ne ramenez que les médicaments. Et nous, on les met à Cyclamed, et Cyclamed vient nous récupérer les cartons à peu près une fois tous les 3 mois. Donc ça part en destruction propre. Alors, par rapport justement à ces médicaments dont on n'a plus l'usage, est-ce que vous connaissez, je ne sais pas, des associations ou des endroits où on peut les apporter pour qu'ils soient réutilisés, je ne sais pas, dans des pays ou... On pouvait le faire il y a encore une dizaine d'années. On n'a plus le droit de le faire maintenant. Tous les médicaments qu'on nous ramène en pharmacie partent
ainsi que la MED. Voilà. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des associations qui ont le droit de les récupérer? Alors, il y a des associations qui peuvent, notamment avec la guerre en Ukraine, il y a eu des associations qui nous ont demandé de leur donner des médicaments. L'Ordre national des pharmaciens s'est opposé à ça, parce qu'il peut y avoir des risques de dérive, d'utilisation de médicaments par d'autres personnes indirectement. Pour plein de raisons, ils nous ont interdit de faire ça. On avait le droit de donner que des pansements, des compresses, mais pas du médicament pur. Et ils nous conseillaient plutôt de faire des dons en argent plutôt que de donner des médicaments. Voilà. Et même des médicaments que nous rapportaient les patients, parce que des fois on nous rapporte des médicaments, ils ne sont pas forcément périmés, hein. Mais voilà, les gens veulent s'en débarrasser parce qu'ils n'en ont plus d'utilité, mais même ça on n'a pas le droit, tout doit partir. Bonsoir. Bonsoir. Ah, pardon. Je voudrais savoir, la pharmacologie, en fait, où va-t-on par rapport à la recherche de cancer? Enfin, est-ce qu'il y a des études sur ça, ou des médicaments qui vont guérir bientôt? Je voudrais savoir. Alors oui, il y a plein de nouveaux médicaments qui vont arriver sur le marché, notamment surtout des médicaments issus d'immunothérapie. Immunothérapie et thérapie génique. Tout ça, c'est vraiment à l'étude en ce moment, et ça va permettre de guérir un grand nombre de maladies génétiques, notamment, et puis les cancers, voilà. Par modification des gènes, en fait. Modification des gènes, par exemple, quand on regarde dans la mucoviscidose, c'est une protéine qui est altérée, et en fait, on va modifier le matériel génétique pour pouvoir produire une nouvelle protéine qui ne soit pas déficiente, qui puisse, qui n'entraîne pas tous les effets indésirables provoqués dans la mucoviscidose. Voilà. Donc ça, c'est la thérapie génique. Puis après, il y a l'immunothérapie. L'immunothérapie, c'est on va modifier des anticorps. Alors on peut aussi, comme je disais, coupler l'immunothérapie et la thérapie génique, c'est-à-dire qu'on va modifier des anticorps en modifiant la génétique, en modifiant l'ADN. Voilà. Et ces anticorps, on va les armer pour combattre certains cancers. Voilà, donc ça, c'est plein de nouveaux médicaments qui vont sortir, qui commencent déjà à sortir. Par exemple, dans la mucoviscidose, on a un traitement qui est sorti récemment, traitement de thérapie génique. Et c'est des nouveaux traitements. Alors, ils n'arrivent pas forcément tout de suite en ville. Souvent, ils sont à l'hôpital. Et au bout de quelques années, ils passent dans la médecine de ville. Mais là, on sort vraiment de la pharmacopée, puisqu'on n'est plus dans les molécules qu'on a récupérées sur la nature avec les plantes ou les champignons ou même les minéraux. Là, on passe à autre chose. Il y a quand même une barrière intellectuelle et physique entre les médicaments qui viennent de nos connaissances de la nature et des effets de la nature, et puis des choses qui sont purement de la recherche et dans lesquelles on modifie le comportement humain ex nihilo, un peu à partir des connaissances qu'on en a. En fait, par exemple, dans le cancer, on utilise à la fois des plantes végétales, comme le taxol, qui est un médicament, mais on utilise aussi de la recherche pour développer d'autres médicaments de synthèse. Et d'ailleurs, la pharmacopée, donc on dit à peu près 3/4 de la pharmacopée qui est issue, qui utilise des plantes, mais après tout le reste, c'est carrément des molécules chimiques, des nouveaux traitements. C'est complémentaire. Il n'y a pas que des médicaments à base de plantes. Par exemple, un médicament qu'on utilise très souvent à la pharmacie, c'est l'acide salicylique, qui est extrait du sol blanc. Voilà. Ça, on l'utilise toujours, mais c'est vrai que les progrès de la médecine s'écartent un petit peu
des plantes. Justement, je peux avoir une question là-dessus. Moi, je voudrais vous aborder le problème du codex. Vous avez parlé du codex français, du codex européen. Au jour d'aujourd'hui, donc en 2023, est-ce que vous utilisez toujours le codex français ou c'est le codex européen qui prend le pas sur le codex français? Et en cas de litige, qui c'est qui tranche? Alors déjà, on ne parle plus de codex maintenant, on parle de pharmacopée et on parle de pharmacopée européenne. Donc on est carrément passé sur l'Europe, tout est harmonisé en fait. Et honnêtement, en pharmacie, on l'utilise très peu. Nous, on utilise en pratique, on utilise essentiellement le Vidal pour tout ce qui est connaissance des médicaments, monographie, voilà. Mais ce registre, en fait, il est beaucoup plus utilisé par les industriels que par la pharmacie d'officine. Oui, parce qu'il y a le Vidal aussi. Voilà, le Vidal, c'est un répertoire de monographie des médicaments. Alors, il y a le Vidal papier, et maintenant c'est tout électronique. On l'a carrément sur nos postes de travail. Dès qu'on a une question, on va dessus, on n'a plus besoin d'aller consulter le gros manuel rouge. Voilà, qu'on a aussi, mais c'est moins visible. Oui. Madame Benoît, par rapport à votre réponse précédente que le monsieur vous a posée pour le codex, vous disiez que les praticiens utilisent de moins en moins les plantes naturelles. C'est bien ça, hein? Voilà. Et vous avez fait dans votre exposé une allusion en chinois, en Chine antique, de 1900 ans avant Jésus-Christ, déjà. Oui, c'était en 2900 avant Jésus-Christ. 2000, pardon. 2900. Voilà, d'accord. Et est-ce que c'était le début de la phytothérapie? On pourrait dire, parce que vous avez dit tout à l'heure, ils utilisaient les sommités des plantes, des fleurs et puis des racines, donc la partie inférieure. Donc ça, c'est la phyto, ça, c'était, oui, c'était la théorie des signatures, oui. Reliée à la phytothérapie moderne qui est apparue après. Non? Ils utilisaient les plantes différemment, en fait. Oui. C'était un peu de manière empirique. Ils disaient que les parties supérieures traitaient les parties supérieures du corps. Voilà, c'était assez général. Voilà, c'est générique. Enfin, oui. Actuellement, c'était une approche empirique, alors qu'actuellement, c'est quand même beaucoup plus pointu. Voilà, oui. Mais notamment, justement, alors, du tout la perdition, j'allais dire, de cette exploitation des plantes naturelles, parce que vous dites que maintenant, c'est un peu boudé, enfin, pas comment dirais-je, délaissé. Alors, est-ce que, en proportion aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente cette manne? À peu près 70%. 70% de la pharmacopée utilise encore des plantes végétales. Quand même. Ouais. Après, qu'est-ce qui prend le relais, pour finir? Après, c'est les substances chimiques, les produits de synthèse. Okay. Et après, la thérapie génique. Et après, voilà, la thérapie génique. Ce qui va arriver voilà, c'est dans les siècles à venir. C'est ça, c'est ça. Alors, on va bientôt faire la bibliographie. Donc je vous propose d'en prendre une question maintenant, puis vous la mettez bien de côté sous votre mouchoir pour recommencer après la bibliographie. Alors qui la prend? Jean. Ici, Jean. Bonsoir. On parlait après dans la suite on avait parlé du goût thérapie génique, etc. Est-ce que c'est déjà utilisé, c'est en cours d'utilisation, ça va plutôt être utilisé, tout ce qui est utilisation de bactériophage pour traiter certaines infections spécifiques bactériennes? Mais c'est pas grave. Mais je lui fais la gueule. Oui. Je veux dire, mais t'as raison. Je le connais. Les virus virus mangent des bactéries en fait. Je pense que c'est en recherche. Oui. Alors après, non, en pratique, à ma connaissance, pas en pharmacie d'officine en tout cas, pas encore. C'est peut-être à l'étude, il y a peut-être des molécules qui vont sortir, mais pour l'instant, non.
n'en connais pas. D'accord. Bonjour, j'avais une question sur est-ce que vous pensez que comment vous pensez que dans le futur et actuellement par exemple l'effet placebo est pris en compte par la pharmacie ou des choses comme ça? Je pense qu'on s'en sert de l'effet placebo déjà. Par exemple, moi, au comptoir, je vois des gens qui prennent des placebos à la place de prendre un hypnotique pour dormir, par exemple. Ça, on s'en sert. Dans les EHPAD, ils s'en servent aussi. Voilà, donc après, de toute façon, au niveau des études cliniques, il y a toujours une comparaison avec le placebo. C'est toujours une étude avec le médicament et une étude sans médicament, sans que la population qui prenne le médicament le sache. C'est toujours utilisé. Oui, alors une question. Je voulais savoir si aujourd'hui les médicaments ne sont pas en majorité pour un traitement du symptôme plutôt que la vraie cause. Parce que c'est vrai que c'est facile d'avoir un effet immédiat sur le symptôme, alors que la cause est beaucoup plus difficile à détecter. Un médicament ne traite que le symptôme. Très souvent, la cause doit être identifiée par le médecin, et très souvent, si c'est un microbe, on traite le microbe. Oui, voilà. Mais déjà, il faut détecter quel est le microbe. Parce que très souvent, on donne un antibiotique et on n'est pas forcément ciblé sur le microbe. On se dit, ça doit être ça, mais on ne sait pas de quel type de microbe il s'agit. Donc on donne un antibiotique qui a un spectre large. Et ça, on est sûr de traiter le microbe en question. Voilà. Voilà. Traitement, on traite. Souvent, quand on a un problème, on ne cherche pas forcément la cause de ce problème. On va traiter le problème, mais on ne va pas traiter en amont. Et c'est le rôle justement du médecin d'essayer de détecter d'où vient le problème. Après, on donne les médicaments en fonction. Et après, nous, on arrive aussi, en discutant avec le patient, à lui conseiller des choses aussi naturelles pour l'aider à surmonter un problème. On arrive, il faut discuter avec le patient. Concernant l'homéopathie, et justement notamment l'effet dit placebo, est-ce que finalement ça serait l'illustration d'un dénigrement en fait, de l'effet psychique sur les maladies, et finalement est-ce qu'il ne serait pas bon finalement de traiter cet effet placebo, mais sans forcément médicament, mais essayer de répandre un petit peu le travail sur le psychique, sur justement l'immunité ou la diminution de certains symptômes de certaines maladies finalement. J'ai peut-être pas été clair. Non, en fait finalement, si l'effet placebo c'est justement le travail du psychique aussi d'une certaine partie dans la guérison et notamment dans l'atténuation de certains symptômes, est-ce que l'avenir serait finalement pas de travailler justement sur ce côté d'autonomisation par la psychologie finalement? Après, on ne peut peut-être pas traiter toutes les maladies pas toutes. Oui, c'est sûr. En utilisant le côté psychique, mais l'homéopathie est faite aussi un peu pour ça, c'est un traitement de support. Oui. Par exemple, dans les cancers, on va traiter par chimiothérapie, mais on va aussi pouvoir donner l'homéopathie pour traiter tous les désagréments qu'on peut avoir avec les traitements chimiques. Après, on traite aussi beaucoup de problèmes psychiques avec la phytothérapie. Ça fait partie plus du conseil du pharmacien. C'est pas vraiment des choses qui sont prescrites par les médecins.
C'est plus, on trouve des molécules adaptées aux problèmes psychiques des patients, mais voilà, il n'y a pas beaucoup de médicaments qui sont... Si, après vous allez avoir tous les antidépresseurs, les anxiolytiques, les hypnotiques, tout ça. Mais voilà. Alors moi j'ai une question qui concerne le passé, une question qui concerne le présent. Le passé c'est, alors je suis une guérisseuse, je vais dans la forêt, je prends quoi comme plante? Il y a vraiment un côté énigmatique pour moi sur comment on teste, enfin qu'est-ce qui... Donc vous avez donné une petite réponse tout à l'heure en disant, on imaginait que le haut de la plante allait soigner le haut du corps. Est-ce qu'il y a d'autres points de repère comme ça? Par rapport aux observations, est-ce qu'on s'est servi des animaux, de la manière dont les animaux, eux, se soignaient, enfin, parce que ça pouvait, à mon avis, donner des indications plus pertinentes que quelque chose d'empirique. Parce qu'un animal, est-ce qu'il va pas prendre quelque chose qui est bon pour lui, plus qu'un... Enfin, je sais pas, c'est une question. Donc il y a la partie passée sur comment on testait les plantes, comment on choisissait les plantes qu'on testait. Et la deuxième question, c'est sur les pharmaciens de maintenant, et la pénurie d'antibiotiques pédiatriques, l'amoxicilline, enfin, je ne sais pas si je prononce bien, et la capacité des pharmaciens maintenant à fabriquer aussi des médicaments à la pharmacie, quelle est-elle? Donc, alors sur les plantes, l'étude des plantes, au départ, ça s'est fait de manière empirique. On a découvert au fur et à mesure les effets secondaires, les bénéfices. Bah oui, au départ, oui, ils ont testé. Hein. Ils ont testé en consommant, en s'y mettant sur la peau, en étudiant aussi les animaux, en regardant les animaux, leur comportement par rapport aux plantes. Oui, bien sûr, ça s'est fait progressivement. Après, au détail, je ne sais pas. Il y a un peu d'imagine pour moi. Oh, oui, on imagine, oui. Et puis après, c'est dans ce qu'on trouve dans les textes aussi. Hein, Parce que moi, quand je me promène dans la forêt, je ne touche pas tout. Je ne Ah ben non, je touche. Donc, parce qu'on a perdu ça. Parce que, oui, nous, on sait les risques qu'il peut y avoir. Alors, avant, ils ne connaissaient pas forcément tous ces risques. Donc, ils testaient. Ah non, mais moi j'ai bien aimé le côté, comment on sait, il faut bien prendre un peu de retard, donc on voit des plantes, on se dit, ah, peut-être que le haut soit le haut du corps, voilà. C'était ça en fait la question. Est-ce qu'il y avait d'autres choses qui amenaient à avoir un comportement, ah tiens, on va prendre l'écorce de l'arbre, peut-être pour une raison effectivement au départ liée avec l'imaginaire, oui, je sais pas, c'est ma question, elle était là-dessus. Oui. Et après, au niveau de la préparation des médicaments, alors oui, actuellement, avec la pénurie d'amoxicilline, on peut être emmené à préparer carrément l'amoxicilline, c'est-à-dire les sirops sont en rupture, on va prendre des gélules, on va ouvrir et on va diluer pour faire des sirops. Alors, on peut le faire. Tous les pharmaciens à Saint-Étienne peuvent le faire. Tous les pharmaciens peuvent le faire. Le problème, c'est le remboursement du produit. Parce que le médicament de base, il est remboursé par la sécurité sociale à un certain tarif. Sauf que si on prépare le médicament, si on fabrique le sirop, ça va coûter plus cher que le prix du médicament de base, hein, qui est déjà existant. Donc se pose la question du prix et se pose la question du remboursement. Voilà. Comment on fait? Est-ce que les gens vont vouloir payer leur préparation? Parce que ce n'est pas la sécurité sociale qui va le rembourser. Donc, on peut le faire, mais en pratique, on ne le fait pas. Enfin, s'il y a un enfant qui est malade et qui a besoin d'un antibiotique... Alors, si vraiment on n'arrive pas à trouver la molécule, oui, on peut le faire. Mais en général, on essaye de se débrouiller autrement. C'est-à-dire que déjà on va
va expliquer la dilution, si elle est facile, on va expliquer à la dilution aux parents et c'est eux qui vont la faire chez eux. Très souvent, on a donné des gélules d'amoxicilline 500 mg diluées pour obtenir la quantité pédiatrique. Mais après, il y a des... là encore cet après-midi, j'ai un patient qui est venu chercher de l'augmentin, donc qui est de l'amoxicilline avec de l'acide clavulanique, et de la cortisone. Et bien j'avais ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Donc, il est allé voir dans une autre pharmacie si le médicament, il l'avait ou pas. Voilà. Et c'est très aléatoire. Là, aujourd'hui, j'en ai pas. Demain, j'en aurai peut-être 2 boîtes. Voilà, on a les médicaments au compte-gouttes. Voilà, donc, bon, après, heureusement qu'on est beaucoup de pharmacies et que on peut se dépanner comme ça. Mais il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps. Alors en réfléchissant, je me demande si ma question n'est pas un peu hors sujet, mais ça rebondit sur des choses qui ont été dites. Ça veut dire que tous ces médicaments ou ces thérapies qui sont fabuleuses et extrêmement coûteuses ne s'attachent qu'aux symptômes. Est-ce qu'il existe dans la médecine actuelle des services qui s'occupent justement de gérer les causes, de chercher les causes et d'aider les gens à régler la cause du problème et pas uniquement le symptôme? La thérapie génique, il faut soigner, il faut soigner en médecine asiatique. Ça dépend ce que vous appelez cause du symptôme. Si c'est, mettons, une maladie, on sait que ça vient de telle protéine déficiente, on traite la cause finalement. On traite la cause. Je dirais que la cause, elle est peut-être disons, on va traiter la cause, parce qu'actuellement, on ne traite que les symptômes. Mais on essaye, la recherche fait en sorte de trouver la cause du problème et d'agir sur cette cause, notamment avec la thérapie génique. Alors moi, je pensais plutôt à la cause qui a généré le problème. Ça veut dire qu'on est beaucoup plus en amont et ça évite simplement de tomber malade. Oui, alors, très souvent, oui, la cause dans les maladies génétiques, la cause, ça vient des parents. Donc après, on va faire des tests à la famille pour éviter ce genre de maladie. Voilà. Je pense que oui, on va s'intéresser quand même de plus en plus à la cause des problèmes. On va aller de plus en plus au cœur du problème. Et après, il y a 2 choses. Il y a la cause de la maladie, mais il y a aussi le problème psychique du patient, enfin tout le contexte psychique du patient. Ça, je pense qu'il va falloir qu'on fasse des efforts là-dessus parce qu'on ne le prend pas vraiment en compte, je pense. Pourquoi il y a des cancers qui se développent chez certaines personnes et pas chez d'autres? Là, des fois, le contexte psychologique joue beaucoup. Et ça, on ne le prend pas vraiment en compte. De nouveau une question, s'il vous plaît. J'ai de nouveau une question. Est-ce que vous subissez la pression des laboratoires pharmaceutiques ou pas? Non, je ne pense pas qu'on la subisse. Nous, on la subit juste par le fait qu'on n'a pas de traitement. Voilà. Actuellement, oui, c'est un gros inconvénient quand même. Actuellement, avec la pénurie de médicaments, oui, on est démunis. Et après, on ne peut rien faire en fait. Et puis d'autant plus que le prix des médicaments est établi. Voilà. Nous, on dépend des laboratoires. Moi, je reviens sur la même question. Est-ce que vous subissez comme les médecins par rapport au laboratoire, les éditeurs médicaux, enfin voilà, est-ce que vous êtes aussi dans cette du générique,
est-ce qu'il y a des choses, un peu comme les médecins, que vous subissez, quoi, je sais pas, on doit consommer tel médicament, tel produit par rapport au laboratoire. Est-ce qu'une pharmacie a cet enjeu? Non, la pharmacie ne dépend pas de ça. La pharmacie, elle dépend de la prescription du médecin. Donc après, si le médecin, les médecins peut-être, mais le pharmacien, non, lui, il doit tout référencer, et après, pour répondre à la demande. Donc, le générique, c'est bien les pharmaciens. Alors le générique, oui, nous on nous demande, depuis de nombreuses années maintenant, on nous demande de donner le générique à la place du Princeps. Oui. Mais c'est parce que économiquement c'est moins cher que le Princeps. Voilà, tout simplement. Alors nous on exécute en fait. Une question sur une fois que le médecin a donné une ordonnance, on a le cas où c'est un médicament qui a été demandé par le médecin. Est-ce qu'il y a quelle est la position éthique et législative du pharmacien pour donner ou non le médicament? Est-ce qu'il doit forcément le donner? Ou est-ce que, du point de vue législatif, il peut dire non, on doit dire que ce médicament-là, ça ne sert à rien? Oui, le pharmacien a le droit de s'opposer à la prescription d'un médicament. S'il y a un problème de molécules par rapport au patient, s'il y a un problème de dosage, si très souvent le médicament ne correspond pas au médicament que le médecin avait prescrit la fois d'avant. Oui, bien sûr, on a le droit et on doit s'opposer s'il y a un problème, parce que s'il y a un problème chez le patient, la responsabilité est de 50-50. Voilà. Donc, bien sûr, on a le droit de s'opposer. Est-ce que vous apprenez à lire les hiéroglyphes pour pouvoir lire les ordonnances des médecins? Non, on ne l'apprend pas dans les études. Non. On s'adapte au fur et à mesure, et puis on arrive à lire les médecins qu'on connaît. Mais on a de moins en moins de problèmes maintenant avec les ordonnances qui sont faites informatiquement. Heureusement. Bonsoir. Concernant les génériques, est-ce que vous êtes contrainte de vendre des génériques plutôt que l'original? Parce que, par expérience, concernant le Nurofen, il y a pas longtemps, je prenais du Nurofen, donc qui me calmait les maux de tête. Et à un moment, j'ai pris, sur conseil du pharmacien, du Nuroflex. Et je trouvais que ça ne faisait plus le même effet. Donc, j'en ai parlé à mon médecin. Il m'a dit que ça peut venir en fait de l'enveloppe, de la préparation du médicament, non pas du produit lui-même, mais de l'emballage, etc. Alors, dans votre cas, le Nureflex, ce n'était pas un générique du Nurofen. C'est ce qu'on appelle un co-marketing. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui fabrique le Nureflex en parallèle de l'autre entreprise qui fabrique du Nurofen. Mais ce n'est pas considéré comme un générique. Le générique du Nurofen ou du Nureflex, c'est l'ibuprofène. Voilà. Concernant les effets indésirables que vous aviez, je pense que c'est certainement dû aux excipients. Parce qu'en fait, dans un générique, le principe actif reste le même. Donc, là, dans votre cas, c'était l'ibuprofène, le principe actif. Mais les excipients qui sont autour du principe actif et qui servent à véhiculer le principe actif et à provoquer l'absorption du principe actif, ceux-là, ils peuvent des fois changer en fonction des génériques. Pas toujours, mais des fois ça peut arriver. Donc peut-être que dans le Nureflex que vous preniez, les excipients n'étaient pas tout à fait les mêmes, ça vous a peut-être provoqué le résultat. Le résultat était peut-être un petit peu différent. Donc, très souvent, ça peut provoquer des allergies. Et par contre, alors justement, en
en pharmacie, quelle est la place pour vous de la phytothérapie, tout simplement, qui permet quand même de soigner pas mal de petits maux? Est-ce que vous accordez une place importante dans les conseils pour la phytothérapie? Parce que dans certaines pharmacies, je trouve que c'est vraiment du libre service et voilà, il n'y a pas de conseil dessus. Alors, en fait. la phytothérapie est en libre service, de toute façon, mais on se sert beaucoup de la phytothérapie pour faire du conseil. Phytothérapie, aromathérapie et un peu homéopathie aussi. Mais oui, c'est des supports qui nous servent beaucoup pour conseiller. Très souvent, quand on fait un conseil, c'est à base de phytothérapie ou d'aromathérapie. Voilà, parce que je vais, d'ailleurs pour tout le monde, je pense, c'est une bonne expérience. J'ai eu, il y a peu de temps, un abcès dentaire. Donc là, j'avais l'impression que la dent était plus haute que d'habitude. Et je l'ai soigné uniquement à base d'huile essentielle de girofle, de clou de girofle, qui est un excellent anti-inflammatoire. J'ai pris de l'arbre à thé. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris autre chose aussi. Enfin voilà, l'abcès s'est résorbé sans passer par la case antibiotique. Donc j'ai économisé quand même Oui, alors peut-être aussi qu'il n'y avait pas d'infection. Si, ça me faisait très mal. Oui, ça me faisait mal. Et c'était gonflé. Oui, je pense que s'il y avait eu une réelle infection, le clou de girofle n'aurait pas été suffisant. C'est l'huile essentielle. Oui, l'huile essentielle du clou de girofle n'aurait pas été suffisante. Je pense que ça a calmé vos douleurs, mais je suis oui, pas sûre en 2 jours et demi, j'avais plus aucune sensation, oui, tout à fait, plus rien. Oui. Et vous l'avez pris au départ, et en prenant au départ, oui, l'huile essentielle du clou de girofle était suffisante. Mais si vous aviez laissé s'accentuer le problème, peut-être que l'infection aurait progressé, et à ce moment-là, il fallait des antibiotiques. Voilà, donc les produits naturels ont suffi. Voilà, parce que vous l'avez pris au départ. Voilà.